Madame, Monsieur, bonsoir. Le dossier du Sahara était au cœur de l'intervention du chef du gouvernement à l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans une allocution diffusée par vidéoconférence, Saad Eddine El-Othmani a rappelé la position du Maroc. Le Royaume est engagé en faveur d'une solution définitive aux différends régionaux autour du Sahara marocain dans le cadre de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Hind Ben Abdinbi. C'est une assemblée générale des Nations Unies des plus singulières qui se tient à New York depuis le début de la semaine. Pandémie de Covid-19 oblige, l'effervescence qui distingue cet événement a laissé place à des mesures sanitaires strictes. C'est pour cela qu'à l'occasion du segment de haut niveau, le chef du gouvernement s'est exprimé dans un discours préenregistré diffusé hier à la salle de l'Assemblée générale devant les représentants des États membres de l'ONU. Une allocution lors de laquelle Saad Eddine El-Othmani est revenu sur l'engagement du Royaume en faveur d'une solution définitive aux différents régional autour du Sahara marocain. La position du Maroc ne souffre d'aucune ambiguïté, en ce sens que toute solution politique définitive à ce différend ne peut aboutir que dans le cadre de 4 paramètres fondamentaux. Il s'agit tout d'abord de la souveraineté totale du Maroc sur son Sahara et l'initiative d'autonomie comme unique solution à ce différend partiel. Deuxièmement, la participation entière de toutes les parties dans la recherche d'une solution définitive. Troisièmement, le respect total des principes et paramètres consacrés par le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions depuis 2007, selon lesquelles la solution ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis. Enfin, le rejet de tout plan dépassé que le secrétaire général de l'ONU et le Conseil de sécurité ont jugé depuis une vingtaine d'années comme caduc et inapplicable, visant à dérouter l'actuel processus politique des paramètres fixés par le Conseil de sécurité. Par la voix du chef du gouvernement, le Maroc a également lancé samedi un appel à la communauté internationale pour redoubler d'efforts afin de surmonter la crise du Covid-19 et les crises antérieures qu'elle a mis en évidence et de mettre à profit la pandémie pour reconstruire des systèmes sociaux multilatéraux sur des bases plus efficaces et efficientes. La riposte du Maroc face à la pandémie a été guidée par la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI sur la base de l'anticipation, la prévention et la primauté de la santé des citoyens, permettant ainsi la mobilisation de l'ensemble des institutions et des composantes de la société pour faire face à l'urgence sanitaire. Saad Eddine El-Othmani est également revenu sur la situation au Proche-Orient, soulignant qu'il s'agit d'une source profonde de préoccupation pour le Royaume. Le Maroc considère en effet qu'il n'y a pas de paix juste et durable sans que le peuple palestinien ne puisse exercer son droit légitime à l'établissement de son État indépendant et viable, avec Al-Quds comme capitale. Pour en parler, nous retrouvons à Rabat le professeur Khalid Chegraoui du Centre d'études sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Khalid Chegraoui, bonsoir. Le Maroc réaffirme son engagement en faveur d'une solution définitive au dossier du Sahara. Quelle analyse faites-vous des derniers développements de ce dossier et du rappel par le Maroc des principes fondamentaux de sa position ? Effectivement, le Maroc, par ce message, rappelle son droit et sa position au sein de cette question épineuse du Sahara. D'ailleurs, le Maroc n'a pas cessé de faire évoluer sa position depuis 1975, une fois qu'il a récupéré les territoires du Sahara dans un cadre international par une convention enregistrée au niveau des Nations Unies. Par la suite, il avait accepté le cessez-le-feu. Il s'est intégré dans un processus de discussion sous l'égide de l'ONU, que ce soit à Manhast et dernièrement à Genève. Et en 2007, il a fait une proposition de solution politique acceptée de la question du Sahara, de large autonomie, d'ailleurs qui a reçu le consensus, un large consensus au niveau international dans l'ONU. Le grand problème aujourd'hui, c'est que l'autre partie, principalement le Polisario, et son défendeur, son patron réel, l'Algérie, n'arrive pas à bouger des positions de l'époque de la guerre froide, une position qui date de 1975, en voulant recréer la roue. Je pense que la situation va être extrêmement difficile dans les jours à venir, surtout que l'ONU n'aura plus les moyens de gérer cette situation, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique, et le Maroc a toutes les possibilités, a toutes les chances et doit assumer ses responsabilités si l'ONU n'assume pas, ainsi que les pays concernés dans la région, la responsabilité de la déstabilisation causée par le Polisario en termes de sécurité et en termes de passage des biens et des personnes à travers les frontières entre le Maroc et la Mauritanie. Khalid Chegraoui, vous restez avec nous, nous vous retrouvons dans un instant.
Et concernant la situation à Guerguerat, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle les séparatistes du Polisario à ne pas obstruer la circulation civile et commerciale régulière dans cette zone tampon. C'est ce qu'a affirmé Farhan Haq, porte-parole adjoint du chef de l'ONU, dans une déclaration à la presse. Les Nations Unies précisent qu'aucune mesure ne doit être prise qui pourrait constituer une altération du statu quo de la zone tampon de Guerguerat. Et nous retrouvons Khalid Chegraoui à Rabat. Professeur Chegraoui, quelle lecture faites-vous de ce rappel à l'ordre du secrétaire général des Nations Unies concernant la situation à Guerguerat ? Vous savez, on est habitué aux gesticulations du Polisario. D'ailleurs, pour différentes raisons, chaque fois qu'il y a un événement culturel ou autre qui passe ou qui s'installe au Sahara, tel le rallye par exemple de janvier 2020, le Polisario gesticule et commence à s'exciter au niveau du passage de Guerguerat. Et bien sûr, il y a chaque fois cet événement de l'Assemblée générale de l'ONU. Et bien sûr, le Polisario essaie de lancer des messages, que ce soit pour la consommation interne au sein des camps, où il y a une population oisive avec un sombre avenir, où il n'arrive pas à voir le bout du tunnel, et bien sûr dans une situation extrêmement difficile sur le plan économique, ajouter à cela ce qui se passe aujourd'hui à cause du Covid-19 et surtout à cause d'une certaine indigence dont souffre son grand protecteur, l'Algérie, à travers d'autres mots bien sûr, à part celui de l'économique. Et bien sûr, il y a le fait à l'international. Et je pense que l'ONU, chaque fois, a rappelé le Polisario à l'ordre, mais le Maroc reste vigilant en ce qui concerne cette situation. Du moment que le Polisario dépasse ici toute l'égalité internationale, c'est-à-dire en s'installant dans un espace tampon qui est sous le contrôle de l'ONU, en principe principalement des forces des Nations Unies. Mais si les Nations Unies n'arrivent pas à gérer cette situation, je pense que le Maroc a toutes les libertés de gérer ce territoire du moment qu'il est sous sa légalité nationale et bien sûr sous sa légalité internationale du moment que le Maroc est l'État administrant de cette région et du moment que le Polisario empêche le passage et des biens et des personnes entre deux États souverains, lesquels est la Mauritanie et le Maroc. Khalid Chegraoui, merci pour cet éclairage. Vous étiez en direct de Rabat. Direction à présent la région du Caucase, avec ce regain de tension entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. De violents combats ont opposé aujourd'hui l'armée azérie et les séparatistes du Nagorno-Karabakh soutenus par l'Arménie. Des tensions qui ont suscité des réactions de la part de l'Union européenne, de la Russie et des pays voisins qui suivent de près la situation. Mamadou Diaye. Ces images publiées par le ministère de la Défense de l'Arménie montrent l'intensité des combats qui ont éclaté ce dimanche. Des combats entre les forces de l'Azerbaïdjan et les séparatistes de la région du Nagorno-Karabakh, un groupe soutenu par l'Arménie. J'attire l'attention des pays coprésidents, le groupe de Minsk, de l'OSCE et de toute la communauté internationale sur la gravité de la situation. Le déclenchement d'une guerre à grande échelle dans le Caucase du Sud pourrait avoir des conséquences les plus imprévisibles. Les deux camps ont déploré des pertes civiles et militaires. L'Arménie déclare qu'une femme et un enfant ont été tués au cours des affrontements. Les inquiétudes demeurent quant à une intervention des puissances dans la région, notamment la Turquie et la Russie. Ankara, allié traditionnel de Bakou, a dénoncé par la voix d'un porte-parole du président Erdogan une attaque de l'Arménie. Moscou appelle à un cessez-le-feu immédiat et à des pourparlers entre les belligérants, lesquels se rejettent la responsabilité. Récemment, les provocations militaires de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan sont devenues régulières. En juillet, non militaires et non civils ont été tués par des tirs d'artillerie en direction de Tovuz, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ces hostilités sont condamnées de toutes parts. Une cessation des combats meurtriers, c'est un appel de l'Union européenne. Le président de la Commission européenne, Charles Michel, invite à un retour immédiat des négociations. Même réaction du côté de la France. Cette région d'Azerbaïdjan, peuplée majoritairement d'Arméniens, est en proie à un conflit vieux de 30 ans. Depuis plusieurs années, les négociations visant à instaurer une paix durable se trouvent dans l'impasse. Le Mali a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Ouane. La nomination d'un Premier ministre civil était l'une des conditions de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest pour la levée des sanctions imposées au Mali.
Ouvrons à présent le dossier du coronavirus. Dans le monde, le nombre de cas de contamination au Covid-19 a atteint les 33 millions depuis l'apparition du virus. La pandémie a fait près d'1 million de morts à travers le globe. Les États-Unis restent le pays le plus touché, avec plus de 7 millions de contaminations. Et en Floride, qui fut l'un des épicentres de la pandémie, la vie retrouve son cours normal après la levée des restrictions liées au Covid-19. Mamadou Diaye. À Miami, aux États-Unis, la vie tente de reprendre son cours normal ou presque. Les restaurants et autres commerces peuvent à nouveau rouvrir suite à la levée de toutes les restrictions liées au Covid-19. Le virus peut se propager et ça peut être pire, mais chacun a sa propre vision des choses. Mais pour moi, je dois mettre un masque même si les commerces sont ouverts. Avec près de 700 000 cas recensés et plus de 14 000 décès, la Floride est un épicentre de la pandémie aux États-Unis. En 24 heures, plus de 5 000 nouveaux décès et près de 300 000 nouvelles infections ont été officiellement enregistrées dans le monde. L'Inde, les États-Unis et le Brésil sont respectivement en tête des pays les plus endeuillés. À New Delhi, les autorités tentent de relancer l'économie par la levée de restrictions malgré la hausse des cas quotidiens. Ici, c'est une zone assez fréquentée, mais beaucoup ont encore peur de quitter leur maison. Mais que pouvons-nous faire? Les gens ont besoin d'aller travailler. La situation de la pandémie inquiète l'Europe, notamment en France, où l'Ordre des médecins parle de risque d'une épidémie généralisée si rien ne change. Et au Maroc, 2444 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le ministère de la Santé annonce également 28 nouveaux décès ainsi que 1441 guérisons supplémentaires. Plus de détails avec Oussama Al-Bqali. À 18h ce dimanche, le bilan épidémiologique au Maroc affichait 2444 nouveaux cas d'infection à la Covid-19 ainsi que 1441 guérisons enregistrées au cours des dernières 24 heures. Ces nouvelles infections, dont un peu plus de la moitié est localisée entre les régions du Grand Casablanca et celle de Rabat, affichant respectivement 969 et 348 cas chacune, font monter le nombre total de cas actifs à 20 025 personnes infectées, soit 55 cas pour chaque 100 000 habitants. Le ministère de la Santé décompte parmi celles-ci 369 cas sévères ou critiques, dont 38 sous intubation. Depuis le début de la pandémie, 117 685 personnes ont été contaminées par le coronavirus, dont 95 591 sont complètement rétablies, soit un taux de guérison de 81,2%. Le nombre de décès passé à 2069 avec 28 disparitions enregistrées au cours des dernières 24 heures pour un taux de létalité de 1,8%. Et dans la province de Noasr, les mesures de restriction mises en œuvre par les autorités entrent en vigueur aujourd'hui. Des mesures adoptées pour freiner la propagation du coronavirus. Elles prévoient notamment une autorisation de déplacement exceptionnelle pour entrer et sortir de la province de Noasr. Reportage à Darbouazza de Hicham Behlawan, le récit est de Rita Saha. Contrôle de police à l'entrée de Darbouazza. Les automobilistes s'y attendaient. Dans cette commune, tout comme dans le reste de la province de Noasr, les mesures anti-Covid ont été renforcées. Une autorisation exceptionnelle est d'ailleurs obligatoire pour rentrer et sortir de la ville. Pour l'économie de la commune, c'est un peu difficile, mais il faut penser à la santé des habitants avant tout. Il faut que les habitants prennent conscience des dangers de cette épidémie, car il y a eu un relâchement ces derniers temps. C'est ce qui a favorisé l'augmentation des cas. Et afin de sensibiliser la population aux dangers du SARS-CoV-2, une campagne a été organisée par l'association sportive Weshma et les autorités locales. L'objectif, éviter la propagation du virus. En attendant d'obtenir des résultats, les jardins, stades, salles de sport et salles de jeu ont été fermés dans la province. Il faut trouver une solution face à l'augmentation des cas, mais il faut aussi réfléchir quant au moral de nos enfants. Ils jouent, s'entraînent, puis on referme tout. C'est normal au vu de la situation, mais on espère trouver des solutions pour le bien de nos enfants. Ces derniers jours, la province a enregistré au quotidien au moins une 50aine de cas. Le respect des mesures est donc primordial pour permettre d'améliorer la situation épidémiologique dans cette banlieue casablancaise, ce qui pourrait également favoriser l'allègement des nouvelles restrictions. Cette macabre découverte dans la région de Zagoura, des restes d'ossements humains de petite taille et des vêtements ont été découverts dans une montagne à Tefergalt. Une enquête judiciaire a été ouverte. Reportage d'Hassan Belalim, le récit de Hind Ben Abdenbi.
C'est ici que les restes de la petite Naïma ont été retrouvés. Nous sommes à Jbel Kisan, près d'Aigues, dans la province de Zagora. Il y a plus